Ok, l'audio capeo. Quand j'étais au lycée, je détestais les probas. Choquant, je sais, surtout maintenant que j'ai conscience de tout le parcours qui a suivi. Mais je sais bien que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et en fait, même au sein des cercles d'aficionados des maths, les probabilités et les statistiques sont quand même assez souvent reléguées au rang de disciplines impures, de second rang, enterrées bien au fond de la tier list des domaines mathématiques. Bon, voilà, ça dégoûte, mais je pense qu'il y a une raison à ça. Il y a une raison qui fait que les probas sont particulièrement difficiles à enseigner, et que la théorie des probabilités nous apparaît en général au premier abord comme relativement confuse et assez nébuleuse. C'est que notre cerveau humain galère avec l'aléa de manière générale. Notre perception humaine du hasard et notre estimation intuitive des probabilités est éclatée. Donc, je vous rassure, si vous avez eu une mauvaise expérience avec les probabilités dans votre vie, c'est tout simplement que vous faites partie de cette grande famille qu'on appelle l'humanité, et que, en conséquence, vous êtes doté d'un cerveau qui a développé pendant des centaines de millions d'années une obsession pour la recherche de structures. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez faire en une seconde la différence entre ça et ça. L'inconvénient, c'est que vaut mieux pas rentrer dans un casino. Vous allez vous faire fumer. Salut, c'est Angelo du futur qui fait le montage. Je voulais juste vous préciser que cette vidéo elle est pensée pour être accessible au plus grand nombre, donc avec pratiquement aucun prérequis mathématique. Du coup, si vous êtes déjà un petit peu calé en proba, il y a moyen que certaines choses vous paraissent évidentes ou élémentaires, mais vous allez voir que le fait de revenir à certaines définitions de base, ça va nous permettre de dégager quand même un nouvel éclairage sur notre rapport aux probabilités. Et vous risquez fort d'apprendre des trucs quand même, ou de débloquer des nouvelles pistes de réflexion métamathématiques. Ça fait réfléchir. Voilà, bonne vidéo à tous. Prenons un exemple tout simple, un cas d'école. Vous sortez une pièce de monnaie considérée comme équilibrée, c'est-à-dire vous avez une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face, et vous faites, disons, 10 lancers consécutifs. À l'issue de ces 10 lancers, vous aurez peut-être obtenu, par exemple, ce résultat-là, ou alors vous avez pu aussi obtenir ce résultat-là, mais vous avez peut-être aussi obtenu ça, ou alors même carrément ça. Parmi ces 4 résultats possibles de l'expérience, lequel vous semble le plus improbable ? Et lequel vous semble le plus probable? Eh bien la réponse c'est qu'ils sont tous aussi probables les uns que les autres. Ouais. Par exemple, c'est quoi la probabilité d'obtenir pile 10 fois d'affilée? J'ai 50% de chance d'obtenir pile au premier lancer, et lorsque c'est le cas, j'ai à nouveau seulement 50% de chance d'obtenir pile aussi au deuxième lancer. Donc ça me fait au final seulement 25% de chance d'obtenir pile 2 fois d'affilée. En fait c'est 50% de 50%, d'accord? 1,5 fois 1,5. Vous l'avez compris, en fait avec ce raisonnement, les probabilités sont multiplicatives. Donc la proba d'avoir pile 3 fois d'affilée, c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5, donc 1,5 au cube. Et du coup la proba d'avoir pile 10 fois d'affilée, c'est 1,5 puissance 10, soit une chance sur 1024. Alors ouais, ça fait pas beaucoup. Ok, et quelle est la probabilité d'obtenir cette séquence très spécifique de pile et de face? Eh ben, le raisonnement est parfaitement le même. J'ai 50% de chance d'obtenir pile au premier lancer, et lorsque c'est le cas, c'est seulement la moitié du temps que j'obtiens aussi face au deuxième lancer. Donc ça me fait 25% de chance d'obtenir pile puis face. Et ensuite, j'ai une chance sur deux d'obtenir face, et après une chance sur deux d'obtenir pile après ça, etc. Et puis c'est multiplicatif comme tout à l'heure. Donc au total, je me retrouve bien avec une probabilité de 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5, 1,5 puissance 10, soit également une chance sur 1024. On est en fait dans ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. Comme ma pièce est équilibrée, sur 10 lancers, n'importe quel résultat a la même chance d'advenir. Et en particulier, ces 4 résultats possibles pour l'expérience sont tous aussi probables les uns que les autres. Donc si vous avez jamais réfléchi à ce genre de problème, c'est une sacrée dinguerie de s'en rendre compte, et si ce raisonnement vous semble évident parce que vous êtes déjà un vétéran des probabilités, et non, ça reste quand même une sacrée dinguerie. Parce que personnellement, j'ai beau avoir saigné les probabilités pendant un bon bout de temps quand même, et être absolument convaincu de tout ce que je viens de vous raconter là, il n'empêche que si demain je lance une pièce 10 fois d'affilée et je tombe 10 fois sur pile, je vais lentement relever la tête, sans geste brusque, et je vais chercher où est la caméra.
Parce que c'est Truman Show, en fait. Enfin, ce serait du délire, non? Ma vie est une simulation? Donc ça, c'est un premier biais qui est typiquement humain. Un autre biais, un petit peu du même genre, est illustré par la situation suivante. Donc imaginez que vous avez votre pièce, vous la lancez, hop, vous regardez, vous obtenez pile. Ok. Vous lancez votre pièce une deuxième fois, vous obtenez encore pile. Admettons, vous reprenez votre pièce, vous la relancez, vous avez encore pile. On dirait une blague nulle. Et là, la chauve-souris, elle frappe à la porte. On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Donc vous avez compris, vous lancez la pièce, disons 9 fois d'affilée, vous obtenez 9 fois pile d'affilée. Vous allez vous dire, à un moment, au bout de 10 fois, voilà, il serait temps que je tombe un peu sur face quand même. J'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein. Donc très naturellement, si vous obtenez 9 fois pile d'affilée, on est tenté de se dire qu'il est plus probable d'obtenir face la prochaine fois que pile encore une fois, quoi. Mais vous avez bien compris que non, avec ce qu'on vient de dire, puisque ces deux résultats de l'expérience sont chacun aussi probables l'un que l'autre. Pourtant, l'esprit humain s'obstine à chercher l'équilibre. Si ça foire continuellement, on va avoir tendance à se dire c'est que la victoire est proche, quelque part. Et il y a une devise Shadok qui exprime exactement cette idée-là d'ailleurs. En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. J'ai conscience que c'est une très vieille ref, mais au passage, si vous ne connaissez pas les Shadok, allez voir les Shadok, c'est super. Personnellement, je suis hyper friand de l'univers visuel et audio et juste toute l'absurdité ambiante. Il y a plein d'extraits sur la chaîne de Lina, donc allez voir les Shadok. Nous allons assister aujourd'hui au premier cours de logique Shadok du professeur Shadoko. Au programme, les passoires. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir 3 sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. En tout cas, ce biais qui consiste à se dire plus je perds, plus j'ai de chances de gagner, c'est ce que les anglophones appellent the gambler's fallacy, qu'on traduit en français par l'erreur du parieur. On lui donne ce nom parce que c'est un état d'esprit qu'on retrouve particulièrement aux tables des casinos, où les joueurs peuvent enchaîner défaite sur défaite jusqu'à la faillite, parce qu'ils sont persuadés que plus on perd depuis longtemps, plus il devient probable de gagner et donc de se refaire quelque part. Mais évidemment, c'est faux, hein. Un des exemples les plus iconiques de ce biais, c'est ce qui s'est passé sur une table de roulette au casino de Monte-Carlo, donc à Monaco, en 1913, où les registres racontent que la bille est tombée sur la couleur noire 26 fois d'affilée. Et ça a poussé des tas de gens à parier des quantités d'argent astronomiques sur le rouge, parce que voilà, les gens étaient persuadés au fur et à mesure des occurrences que plus le noir sortait, plus il était probable que le rouge finisse par sortir. Et voilà, des millions de francs ont été perdus cette soirée-là, parce que l'esprit humain est compulsivement obsédé par la recherche de structure et d'équilibre, au point de venir biaiser son estimation des probabilités. Oh dude, this dude's risking his life. Une chance sur 10 millions. Bon, on a déjà débunké pas mal de trucs, pas mal d'a priori. On a compris que notre intuition qu'on se fait des processus aléatoires est souvent pas vraiment la bonne. Et vous ressortez, j'espère, avec un point de vue déjà un peu plus éclairé sur les probabilités. Mais avec ce point de vue éclairé, c'est là qu'on va se confronter à une nouvelle bizarrerie. Parce que ça veut dire quoi, en fait, ce qu'on vient de dire là? Que notre intuition d'équilibre est pas la bonne? Que, en fait, si je joue à la roulette pendant très longtemps, le rouge va pas forcément compenser le noir? Que si je lance ma pièce plein de fois, en moyenne, je vais pas obtenir à peu près autant de piles que de face? En fait, si. En fait, si. En moyenne et sur le long terme, si vous lancez votre pièce, vous allez bien observer à peu près autant de piles que de face. Reprenons notre exemple du tout début. Donc je lance une pièce équilibrée 10 fois d'affilée. Ce qu'on a dit, c'est que ce résultat-là, ou celui-là, ils ont exactement la même chance d'advenir. Une chance sur 1024. Donc ce résultat qui présente un équilibre parfait, on va dire, entre pile et face, il n'a pas plus de chances d'arriver que celui-là, qui est manifestement un peu plus déséquilibré. D'accord? Ça, c'est vrai. Par contre, si j'en conclus que, du coup, sur 10 lancés, en fait, j'ai la même probabilité d'obtenir 5 piles ou d'obtenir seulement 2 piles, c'est là où je me plante, astronomiquement. Parce que si ce qui m'intéresse, c'est de voir apparaître 5 piles au total, ou de voir apparaître 2 piles au total, je suis plus en train de parler d'une réalisation spécifique de mon expérience, où le résultat de chaque lancé est imposé très précisément. Je suis en train de parler, en fait, d'un ensemble de résultats qui conduisent à une certaine situation. Ce qu'on appelle, en fait, en probabilité, un événement.
Donc là, je cherche plus à comparer la probabilité de deux résultats très spécifiques, je cherche à comparer la probabilité de l'événement obtenir 5 piles au total et de l'événement obtenir 2 piles au total. Et il se trouve que si je m'amuse à lister tous les résultats qui conduisent à obtenir 5 piles au total, et tous les résultats qui conduisent à obtenir 2 piles au total, eh ben je constate une différence drastique. Chaque résultat de mon expérience a la même chance d'advenir, une chance sur 1024, mais parmi tous les résultats possibles, il y en a 252 qui conduisent à obtenir 5 piles, et il y en a seulement 45 qui conduisent à obtenir 2 piles. Ainsi, sur 10 lancers, j'ai 252 chances sur 1024 d'obtenir 5 piles au total, donc ça fait à peu près 25% de chance, alors que j'ai seulement 45 sur 1024 d'obtenir 2 piles au total, et ça fait à peu près 4% de chance. En listant les résultats, je peux calculer comme ça la probabilité d'obtenir 0 pile, d'obtenir 1 pile, d'obtenir 2 piles, etc. Et j'obtiens ce beau diagramme en bâton, symétrique, qui m'affirme que, effectivement, en fait, conformément à mon intuition naturelle, sur 10 lancers, c'est quand même plus probable d'observer 5 piles, c'est-à-dire autant de piles que de faces, que d'observer autre chose. Et pour les connaisseurs, ce qu'on vient de dessiner là, c'est juste une loi binomiale. Et si je réitère ce procédé, non pas pour 10 lancers de pièces, mais pour 20 lancers, pour 50 lancers de pièces, pour 100 lancers de pièces, on constate que la répartition, la distribution, elle se concentre de plus en plus au milieu. C'est-à-dire que plus j'augmente mon nombre de lancers, plus effectivement j'ai de chances d'observer à peu près autant de piles que de faces, plutôt qu'une répartition très asymétrique. Donc notre intuition humaine, elle sort pas complètement de nulle part. C'est vrai qu'il est plus probable que j'observe à peu près autant de piles que de faces. Pour autant, en parallèle, rappelez-vous que chaque résultat singulier de l'expérience a la même probabilité d'advenir, c'est-à-dire que ce résultat-là est tout aussi probable ou tout aussi improbable que ce résultat-là, ou ce résultat-là. C'est là le nerf de la guerre, essentiellement. Les difficultés que l'humain a à saisir pleinement les probabilités et tous ces biais cognitifs qu'on subit sur ces questions-là sont en général liés à une confusion entre réalisation individuelle, donc un résultat, et événement, ensemble de résultats. Certains événements, certains ensembles de résultats sont plus probables que d'autres, alors que les résultats en eux-mêmes, les réalisations individuelles, elles échappent à ces probabilités en général. Mais notre cerveau, qui est constamment à la recherche de sens, d'ordre, de structure, veut attribuer un poids différent à une réalisation qui fait partie d'un ensemble de résultats qu'on estime probables, attendus, et à une réalisation qui fait partie d'un ensemble de résultats qu'on estime improbables et baroques, quand bien même ces deux réalisations individuelles, si on ne cherche pas à les catégoriser, ont strictement le même poids. Je vais prendre un tout dernier exemple pour illustrer la différence entre réalisation individuelle et événement, et aussi pour vous montrer à quel point on est matrixé par la recherche de structure. C'est l'exemple du bruit blanc. On en parlait un petit peu dans la dernière vidéo sur les nombres univers. Donc ce que j'appelle du bruit blanc ici, c'est en fait une image typiquement assez chaotique, où en fait chaque pixel est coloré aléatoirement et indépendamment. Donc typiquement, on choisit que chaque pixel a une chance sur 2 d'être noir et une chance sur 2 d'être blanc. Pour un grand nombre de pixels, ça donne un truc un peu comme ça, et c'est typiquement le genre d'image que vous observez quand vous regardez une télé pas branchée. Enfin plus maintenant, du coup à l'ère du numérique, mais à l'époque, à l'époque des Shadok en 1970 par exemple, quand tu débranchais ta télé, tu voyais un truc comme ça, quoi. Évidemment, vieux con. Bon, on fait un petit test, je vous montre quelques images de bruit blanc, donc chaque pixel est coloré indépendamment, et vous me dites ce que vous voyez. C'est parti. Alors là on voit rien, de spécial, là on voit rien, là on voit rien, là on voit rien, on voit une ligne. Waouh! C'est fou comme ce genre de truc nous saute aux yeux immédiatement. Si je vous demande la différence entre ça et ça, vous allez me dire il n'y en a pas vraiment, ou alors il y en a plein. Par contre, si je vous demande la différence entre ça et ça, frère, c'est évident, il y a une ligne. Une ligne. Comment ça, mon ref? Tu parles de quoi là? Donc l'œil humain repère instantanément les structures et compartimente naturellement les résultats en deux catégories. Les images dans lesquelles je vois une ligne et les images dans lesquelles je vois pas de ligne. Alors évidemment, on va pas lister à l'écran tous les résultats possibles, mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup plus de résultats où une ligne n'apparaît pas que de résultats où une ligne apparaît. Donc fatalement, l'événement une ligne apparaît, il est beaucoup moins probable que son contraire. Maintenant, si j'appuie une seule fois sur mon générateur de bruit blanc et que ça me sort cette image-là, je vais me dire, attends, c'est du délire. Non mais c'est dingue! Chaque pixel est généré aléatoirement, indépendamment,
Et pourtant, ça me sort ce truc-là dans lequel je repère une structure. Enfin, c'est quand même... c'est ouf. C'est absolument improbable. Parce que ce que je viens de faire là, très naturellement, c'est confondre la probabilité d'un résultat individuel qui m'est présenté avec la probabilité de la catégorie dans laquelle je place implicitement ce résultat-là. L'événement, une ligne apparaît. C'est ça, en fait, c'est très précisément ce truc-là qui fait que vous et moi, on est nuls en proba. C'est ce genre de raisonnement immédiat et inconscient, qui est très pratique par ailleurs à beaucoup d'autres égards, qui peut créer une dissonance entre la manière dont je perçois l'aléa et la manière dont il se présente réellement. C'est très profond et c'est presque une espèce de morale stoïcienne. Jugement de valeur mis à part, ces deux résultats qui me sont présentés sont deux résultats. Ils ont strictement le même poids, la même probabilité. Il peut être utile, et il est utile dans beaucoup de contextes, de les différencier, de les catégoriser. C'est pas pour rien que notre cerveau a évolué pendant des centaines de millions d'années en devenant de plus en plus doué au jeu de la recherche de structure. Mais en arrière-boutique, quand on donne une réalisation d'un phénomène aléatoire, il est très utile aussi d'être capable d'intercepter notre processus mental de catégorisation, de segmentation automatique de l'information, et de constater que on a juste accès à une réalisation individuelle, sur laquelle il n'y a pas forcément lieu de projeter plus que ce qu'elle est. C'est juste ce que c'est. Is that good? It's not good, it's not bad. It is what it is. Bon, j'essaye en général de m'en tenir aux maths et de pas trop plonger dans les abîmes métaphysiques et philosophiques, mais là, le parallèle avec l'imagerie stoïque ou zen est trop beau pour que je me permette pas une toute petite digression d'une minute. Et puis ça me paraît quand même important dans une vidéo comme celle-là, où on questionne notre perception de l'aléa, d'interroger notre perception de la réalité en général. Et puis ça me permet aussi de boucler la boucle avec la loi de Murphy traditionnelle, parce qu'apparemment, je ne peux pas tourner une vidéo sans vous parler de la loi de Murphy. Vous sortez de chez vous un matin, il se met à pleuvoir, vous ratez votre tram et vous marchez dans une crotte de chien, vous vous dites quoi? Si vous êtes un peu raisonnable, vous allez vous dire c'est la vie, c'est comme ça. It is what it is. It is what it is. Le genre de phrase qu'on sort quand on est face à une situation qu'on ne peut pas changer et puis qu'on doit accepter. Mais en fait non. It is what it is, c'est pas une phrase qu'on dit par dépit quand une situation nous plaît pas pour faire passer la pilule. C'est pas une résignation de nos espoirs face à la dure réalité de la vie. C'est l'expression la plus simple et la plus juste de cette conception mathématique dont je vous parle. Ce qui m'est présenté là, c'est juste une réalisation individuelle. C'est juste ce qui est. It is what it is. Maintenant, la manière dont je vais interpréter cette réalisation comme faisant partie d'un ensemble de résultats hypothétiques, la case dans laquelle mon processus mental de recherche de structure va ranger cette réalisation, ça n'a rien à voir avec la réalité. Par contre, ça va drastiquement impacter la manière dont je perçois cette réalisation. Et la bonne nouvelle qui est annoncée par les stoïciens de la Grèce antique, donc Sénèque, Marc Aurèle, toute la team, C'est la famille. c'est que j'ai peut-être pas de contrôle sur les réalisations individuelles qui me sont proposées, mais par contre, en travaillant un peu, ou en travaillant beaucoup, et en faisant des reality checks régulièrement, je peux apprendre à reconnaître mon processus mental de catégorisation quand il se met en marche, et ensuite je peux apprendre à l'intercepter avant qu'il n'agisse, et donc je peux contrôler fondamentalement la façon dont la réalité m'affecte. Voilà, je contrôle pas les réalisations, mais je peux contrôler les cases dans lesquelles je range ces réalisations. Ou alors peut-être que je peux choisir de les ranger dans aucune case. En tout cas, je suis acteur dans la création de la réalité projetée que j'infère à partir des réalisations individuelles que je rencontre. Et en essence, cette réalité projetée, c'est tout ce qui compte, parce que c'est tout ce à quoi je pourrais jamais accéder. Voilà, donc dans le coin gauche, on a Murphy, la vie c'est de la daube. Dans le coin droit, on a Marc Aurèle. Si tu es en peine à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sur elle. Bah jab jab down air, coup de tête balayette, la bonne daronne à Sénèque. C'est écrit dans le script, j'ai écrit cette phrase dans le script. Fourgon blindé comme le Brinks. Bon, on a mis un peu le doigt sur ce qui fait que l'aléa nous semble quand même assez confus et assez paradoxal en essence. Voilà, comment il peut produire des trucs qui nous semblent très improbables, tout en maintenant à la fois un certain équilibre en moyenne et sur le long terme. Mais le hasard n'a pas fini de nous épater, et dans une prochaine vidéo, on plongera encore plus profondément dans les tréfonds de l'aléa, en revenant un peu au fil rouge que je tisse depuis un bon moment déjà, tout ce qui peut arriver
arrivera. Et ça devrait arriver prochainement d'ailleurs, cette vidéo. Le script est déjà en cours d'écriture. Voilà, ouais, non, on est sur la fin. C'est mon stagiaire, il carbure, hein. Non, 250 mots par minute. Ouais. À la prochaine les amis, likez, commentez, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ouais.